aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella. Évidemment, record d'audience pour la télévision lors des débats politiques. Malgré Internet et l'explosion des supports, le petit écran reste le média de référence pour suivre les grands moments de la campagne présidentielle. Et c'est le journal Libération qui le mentionne. La télé est le seul média qui rassemble autant de publics différents. Pour François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des médias, la télévision fédère là où Internet fragmente avec ses millions de possibilités de navigation. C'est la grande différence. En 2016, les Français l'ont regardé en moyenne 3h52 par jour, selon Médiamétrie. Le petit écran a encore de très beaux jours devant lui. Les titres de votre 20h. Mondialiste contre protectionniste, est-ce le nouveau clivage politique? C'est le sujet de votre 20h. Avec notre partenaire Parole de Corse et la journaliste Caroline Ettori, focus sur l'entourage des politiques. Chaque mois, le magazine Parole de Corse s'intéresse à l'entourage d'un élu insulaire. Ce soir, nous revenons avec Caroline Ettori sur Jean-Guy Talamone et Jean-Charles Orsucci. Bonsoir, ma chère Caro, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bien. Focus sur l'entourage du président de l'Assemblée de Corse. Ce soir, Jean-Guy Talamone, élu à l'Assemblée depuis 1992 sans interruption. Oui, effectivement. Beau parcours régional, territorial. Si tu veux, on commence par les partenaires. Alors évidemment, on a au sein du conseil exécutif et au sein de Corsica Libera, Josefa Giacometti à la culture et François Sargentini à l'Audarc. On a également évidemment le président Gilles Simeone, le président du conseil exécutif. C'est un vrai partenaire. Je pense que les deux sont arrivés à un gentleman agreement en fait, ou un pacte de non-agression. Chacun a endossé son costume et ça va très bien. On a vu des duos issus de la même majorité s'entendent nettement moins bien à ce stade des opérations. Et puis on a également Dominique Bouquin, son prédécesseur à l'Assemblée de Corse, au perchoir de l'Assemblée de Corse. Ils s'entendent bien, paraît-il. Oui, les deux hommes ont de bons rapports et puis ils ont aussi un point en commun. Ils sont tous les deux accédés à la fonction suprême de l'Assemblée, si on peut dire, avec moins de 10% des suffrages. Voilà. Oui, c'est vrai. On cherchait tout à l'heure le nombre exact des suffrages. Les partenaires, vous l'avez dit, tu l'as dit, il entretient de très bons rapports avec Dominique Bouquin. Ses rivaux à droite toutes. Oui. Alors, du classique pour un élu nationaliste. Enfin, c'est vrai, je dirais du classique. On va parler d'ailleurs des nouvelles structurations politiques dans notre débat du soir. On va voir si le nationalisme rentre dans sa nouvelle structuration. Alors, les rivaux. Alors, on a Camille de Rocazère. Bon, ça c'est facile. Hein. Voilà, c'est tout désigné. Le prisme politique, la vision parisienne. On a tout pour que Camille de Rocazère soit dans l'opposition ou un opposant. Et puis, on a José Ross aussi, mais version 2015, plus républicain que jamais, puisque les deux hommes ont su collaborer ensemble, notamment sous la mandature Jean Baggioni et José Ross, où Jean-Guy Talamone présidait la Commission des Affaires européennes, et aussi lors du processus de Matignon, où des points d'équilibre avaient été trouvés entre les deux hommes. Oui, processus de Matignon en 2002. Son réseau, alors, quelque chose qui m'a vraiment intéressé sur le réseau, une personnalité qui m'a intéressé, c'est le philosophe Marcel Conche. Oui. Alors, Marcel Conche a vécu quelque temps, 1 an, je crois, en plaine orientale, vers Aller. Il a développé toute une réflexion sur la Corse. Ces deux hommes se sont rapprochés, ils sont en contact. Et Marcel Conche a fait partie du comité de soutien de Jean-Guy Talamone en 2010. Voilà. C'est l'intellectuel Jean-Guy Talamone aussi qui s'intéresse à l'autre intellectuel Marcel Conche. Marcel Conche, très 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 grand philosophe contemporain. On va voir, je vais demander à notre réalisateur Paul Lucian de nous montrer la page Parole de Corse qui s'intéresse au focus, enfin qui propose un focus sur l'environnement d'un élu. Voilà, on voit bien le sillage. Sur son réseau, on est passé assez vite. Il y a aussi ses membres de cabinet avec qui il travaille de manière essentielle, importante, quotidienne. Oui, complètement. Alors, on peut citer Sébastien Queneau, qui est le directeur de cabinet, Sylvie Pellegrini, que Sylvie vous connaissez. Pellegrini, oui. Voilà, ici. Responsable, chef de cabinet. Chef de cab, c'est ça? Voilà, donc oui, c'est un environnement, c'est un environnement et une garde très rapprochée qui alimente le quotidien et le travail quotidien de l'élu. Autre personnalité, Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio.
Oui, alors c'est le candidat aux prochaines élections législatives dans la 2e circonscription de Corse du Sud. Ses partenaires, c'est essentiellement ce qu'on a appelé la génération Quadra. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce label, de cette marque. Alors on retrouve Jean-Louis Luciani, le colistier de 2015, autre soutien d'Emmanuel Macron. On retrouve Jean-Christophe Angelini, donc nationaliste cette fois. Les deux hommes se sont rencontrés au lycée de Porto Vecchio où Jean-Charles Orsoch était pion et Angelini déjà certainement turbulent. Et puis voilà, ils se sont retrouvés ensuite à l'université de Corse et notamment au sein du syndicat étudiant CSC, la CSC. Si on qualifie de gauche réformiste et voire autonomiste. Oui, clairement. Ça lui conviendrait, Oui, je pense que oui. Et puis on peut aussi également citer Jean-Baptiste Luciani qui... Le maire de Pietrozé. Le maire de Pietrozé, qui, pourquoi pas, ferait peut-être un bon suppléant, pourquoi pas. Vous lancez cela dans cette émission? Moi, je dis que c'est pas farfelu. Pas farfelu. Voilà. On suivra donc, si c'est le cas. Pourquoi pas. Les rivaux. Les rivaux, alors on en a. Évidemment. On en revient. Tout désigné. Camille de Rocazin, décidément, c'est pas son jour. Voilà. Jean-Charles l'affrontera directement lors des législatives de juin prochain. Voilà, sans surprise. Et puis, dans la propre famille politique, famille élargie au sens large, un courant de gauche, on peut citer également Jean Tsoukarel avec une vision très jacobine. De gauche. Voilà. Ce sont les fameuses gauches irréconciliables. C'est ça, alors irréconciliable pour le coup, oui, quand même. Et puis, peut-être Paul Jacobi, qui n'a pas été tendre avec Jean-Charles Orsoch, sans le citer, et tout en subtilité, lors de son ralliement à Emmanuel Macron. Voilà. Le réseau de Jean-Charles Orsoch, alors là, ça mêle politique, économique aussi. Hein, oui. Et puis c'est chic. Sphères, hein. Assez. Un Bonifacio, c'est chic, donc du coup, le réseau va bien avec. Bonifacio, c'est chic. Cela pourrait être un slogan. C'est ça. Donc, du coup, le réseau est tout aussi chic. Alors, on retrouve Olivier Bouygues, on retrouve donc du groupe industriel, on retrouve Pierre et Marc Ferracci, donc économistes et proches conseillers d'Emmanuel Macron. Aussi, on retrouve Claude Bartolone, présidente de l'Assemblée nationale. On retrouve Renaud Donnedieu de Vabre, l'ex-ministre de la Culture sous la présidence Chirac. Donc voilà quoi. Oui, comme disent les jeunes. C'est ça. Les pages sont à retrouver dans le magazine Parole de Corse. Au mois d'avril, il y a plein de nouvelles choses au mois d'avril, dont un portrait, je crois, de quelqu'un que nous connaissons bien ici à France 3, Viastel. Oui, Laurent Vital. Laurent Vital, le portrait de Laurent Vital à découvrir dans le magazine Parole de Corse du mois d'avril. Merci beaucoup, ma chère Caroline. Alors, les clivages droite-gauche, réformistes, conservateurs sont-ils désormais dépassés par une nouvelle structuration du paysage politique mondialiste contre protectionniste? C'est le débat de votre 20h. Bonsoir Marie-Jo Arrigui-Landine. Bonsoir Sébastien Pisagne. Alors pour initier notre conversation du soir, je voudrais vous faire réagir sur ces mots, Sébastien, mais je sens l'engouement. Sur ces mots de Gérard Courtois, directeur éditorial au Monde. Le clivage droite-gauche est structurant, mais il est dépassé par cet autre clivage mondialiste, protectionniste. Alors pourquoi pas, sauf que je trouve qu'on cherche en permanence à appliquer de nouvelles grilles. Alors on nous a répété, notamment à longueur de sondages, ces sondages qu'aime tant Caroline, n'est-ce pas, que les Français en avaient absolument ras-le-bol de ce clivage gauche-droite. Alors on cherche autre chose. Il faut bien structurer notre mondialisme. pensée. Oui, d'accord. Alors tout ça nous vient quand même au départ. Hein. C'est un vieux débat, qui est d'abord un débat économique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se passe, il y a des lignes de force assez intéressantes, notamment quand on parle de protectionnisme. Aujourd'hui, c'est la figure de Trump, par exemple, au niveau international, qui ressort. Là, il y a quelques jours, le G20, les chefs d'État du G20 se sont réunis. Normalement, au terme de ce type de sommet, il y a toujours dans la déclaration que font ces chefs d'État, quelques mots pour dire qu'il faut lutter contre le protectionnisme. Cette année, c'est pas le cas, parce qu'effectivement, les États-Unis ont pesé dans la balance. Sauf que
ça me fait doucement rigoler tout ça. Il n'y a pas pays plus protectionniste, et ce depuis des décennies, que les États-Unis. C'est pas nouveau le protectionnisme. Trump l'applique de manière beaucoup plus violente, virulente. Vous savez, j'ai été chercher un chiffre. Il y a plus de 1200 mesures protectionnistes actuellement en cours aux États-Unis. C'était déjà vrai sous Obama. Il n'y a rien de neuf sous le soleil à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression effectivement qu'on peut se pencher sur ce clivage, mais il faut l'aborder avec quand même un peu de prudence, parce que tout ça n'est pas tout à fait nouveau, malgré tout. Ce sont plus les discours qui ont changé, c'est ce que vous voulez dire, notamment quand on parle des États-Unis ? Oui, voilà, on a effectivement un discours qui, dans le cas de Trump, est devenu beaucoup plus violent, qui fait ressortir davantage certains clivages. Mais vous savez, moi, j'ai pas encore rencontré un électeur, le fameux gauche-droite. J'ai pas encore rencontré un électeur qui m'ait dit « Ah ben moi, j'ai plutôt voté pour tel candidat parce que c'est un protectionniste, ou tel candidat parce que il aime la mondialisation. » Non, vous voyez, je crois pas. Je crois que nos électeurs se retrouvent plutôt dans des questions liées à l'emploi, lié au risque de déclassement social. Voilà. Sauf que, alors je ne veux pas prendre la défense de Gérard Courtois, le directeur éditorial du Monde, même si ces mots, sa formule a inspiré notre débat du soir. Sauf que, vous avez raison Sébastien, l'emploi, la sécurité, l'environnement, tout cela peut découler aussi de ce clivage. Quand on parle de mondialistes, on évoque en quelque sorte la fin de l'État-nation, c'est cela aussi ce que veut dire mondialiste, et protectionniste, ce sont des ressources internes plus fortes, un État plus fort, une nation plus forte. C'est un petit peu cela, y compris économiquement, hein. C'est-à-dire que oui, excusez-moi, c'est vrai que oui, ça a été un argument dans cet esprit-là, parce que quand on parle de protectionnisme, on parle aussi de protection de l'emploi, et c'est vrai que c'est un argument quand même électoral. Ça touche quand même aussi évidemment les gens quand on leur dit « si vous votez pour moi, je vais protéger votre emploi ». On ne se rend pas forcément toujours compte que l'emploi est lié aussi justement à la mondialisation, à un système de commerce qui dépasse l'intérêt d'un seul ouvrier. Mais c'est vrai que les gens ont cette tendance à se dire que voilà, on va enfin faire attention à moi, on va pas avoir cette concurrence qui est parfois déloyale de la Chine, de grandes puissances qui importent des produits qui sont vraiment très très peu chers. Mais pour l'instant, c'est vrai que ces valeurs protectionnistes, ceux qui vraiment font un argument, en tout cas prioritaire de leur campagne, sont plutôt les extrêmes, malgré tout. Alors, les autres partis parlent régulièrement... Excusez-moi, mais les deux... les plus politiques, intrinsèquement les plus politisés quand vous parlez, si vous parlez des extrêmes, et de Mélenchon, je trahis votre pensée, Mélenchon et Marine Le Pen, extrêmement politisés, tous les deux. Hein. Oui, c'est très politisé, bien sûr, mais c'est vrai que chez Marine Le Pen, c'est ça, c'est regardez, personne ne s'occupe de vous, moi je vais fermer les frontières, parce que c'est vrai qu'il y a mondialisation, protectionnisme, et il y a en fait cette idée de ouvert ou fermé, parce que finalement, voilà, c'est ça. C'est un peu ce qui, oui, vous avez raison, c'est un peu ce qui découle de ce clivage. Oui, mais alors si vous regardez aussi ce que disent les autres candidats, parce qu'effectivement, on va retrouver peut-être plus facilement du protectionnisme chez Mélenchon ou chez Marine Le Pen. Marine Le Pen dit qu'il faut défendre les entreprises françaises contre la concurrence des multinationales internationales, évidemment. Mélenchon, de son côté, va dire davantage de solidarité là où la finance internationale fait des dégâts considérables. Mais à côté de ça, vous avez un François Fillon qui va vous dire, je regardais dernièrement, bien sûr qu'il ne veut pas de protectionnisme. Il dit attention, il faudrait quand même qu'il y ait une forme de réciprocité au niveau des normes environnementales et sociétales entre les partenaires commerciaux. Même, j'ai envie de dire, un Emmanuel Macron vous dira, nous ne sommes pas un continent qui est destiné à être ouvert aux quatre vents. Donc, protectionnisme, en tout cas, oui, faire œuvre d'un peu de protection. C'est vrai que ça, c'est véritablement revenu au centre du débat. Et ça, à la rigueur, ça ne me choque pas tant que ça, parce que finalement, cet espace qui est l'espace européen, où on a peut-être laissé l'économie prendre le pas sur le politique, où on voit que des pays n'ont pas su s'harmoniser, et pourtant des pays partenaires au niveau fiscal. On a le problème notamment, par exemple, des travailleurs détachés, donc c'est-à-dire des normes sociales différentes d'un pays à un autre et qui créent de véritables problèmes. Donc voilà, oui, effectivement, il y a vraiment cette ligne-là, mais après, est-on vraiment dans une forme de protectionnisme avéré? Ça veut dire que pour vous, Sébastien, le clivage droite-gauche existe toujours, il n'a pas été dépassé par ce clivage-là, protectionniste contre mondialiste. Moi, j'y vois davantage de nuances, en tout cas. Alors, mais c'est vrai qu'après, les Français expriment un peu leur ras-le-bol. Pour moi, en tout cas, il y a effectivement une façon de faire de la politique qui doit être
réinventer. Mais je ne sais pas si c'est tant au niveau du clivage gauche-droite que véritablement aujourd'hui la crise des partis. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu vraiment la preuve avec ces primaires qui ont, à mon sens, signé la mort des partis. Ces partis sont malades de leurs primaires. Ce fut notre débat d'hier. Voilà. Hier soir. Donc, je crois qu'on est plus malade de ça, d'une manière dont ces partis aujourd'hui sont capables de traduire les besoins d'une population que véritablement d'un gauche-droite qui ne fonctionnerait plus. Alors on va montrer ce petit livre que vous tenez si précieusement. Oui. Je vais le montrer à la caméra. Oui, c'est en fil droit dans notre conversation. Quelques mots sur cet ouvrage, note sur la suppression générale des partis je vous l'ai servi tout en nuance. De l'immense Simone Veil. Voilà, Simone Veil, donc évidemment la philosophe qui est morte en 1943, pas Simone Veil, notre femme politique. Non, mais il pourrait y avoir confusion, il serait un W et pas un V, mais il pourrait y avoir confusion. Ça date donc d'avant 1943, puisqu'elle elle nous a quittés en 1943, et c'est pourtant terriblement d'actualité. Le discours après qu'elle a est peut-être parfois un petit peu mystique, parce que c'est vrai qu'elle s'était aussi convertie au catholicisme et qu'elle avait une grande idée de la lumière intérieure, voilà, enfin, en fait, c'est plus de spiritualité plus que du catholicisme. Pas de Dieu d'ailleurs, voilà, de notre capacité à savoir ce qui était bien et à pouvoir juger. Et en fait, elle explique dans ce petit livre qui a été publié qu'en 50, 7 ans après sa mort. C'est une réédition, pardon. Oui, c'est même la première fois qu'il est édité seul. Parce que déjà à l'époque, André Breton avait dit en 50 il faudrait vraiment que ça donne lieu à une publication à part. Et c'est la première fois qu'il est publié seul. Et elle explique Jacques Julliard en fait... l'accompagne. Seul, vraiment seul, ça aurait été bien aussi. Il y a André Breton aussi, comme André Breton et d'Alain à la fin. Parce qu'elle était une élève d'Alain. Mais oui, voilà, bon, Jacques Julliard, il a été bien, moins bien, il devient sulfureux. Non, c'est vrai que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle explique en fait qu'à partir du moment où on est dans une logique de parti, dans un parti, quand on est dans un parti, on n'a plus une liberté de pensée totale. C'est-à-dire que le parti l'emporte en fait sur votre raisonnement et votre sens de la vérité est complètement modifié par le parti. Donc si le parti vous dit de penser de telle manière, et on l'a vu, il y a eu des excès dans les partis, c'est évident. Et d'ailleurs, André Breton ressort au moment où le stalinisme reprend aussi une valeur extrêmement contestable. Donc elle explique qu'en fait, on a tous la capacité de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et je pense qu'il y a peu de gens, en faisant une introspection, peuvent se dire que c'est très très mal d'aider des réfugiés, affamés, etc. Puis quand on est dans une logique de parti, eh bien d'un seul coup, on se dit « Ouh là 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 là, tous ces gens qui viennent, qui vont prendre notre emploi, etc. etc. » Et on est dans une espèce de truc qui ne va pas vraiment avec notre réflexion d'individu. Le parti pour elle nie l'individu. Il faudrait, difficile à mettre en place pour un système politique, mais il faudrait une certaine fluidité. Et en fait, les alliances se déferaient en fonction de notre sens de la vérité, du bien et du bien collectif. Du bien collectif. Ça, c'est un mot qui revient à plusieurs reprises, le bien commun. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est vraiment à recommander comme lecture par les temps qui courent. On est assez loin, j'ai envie de dire, de l'approche d'un Emmanuel Macron quand il nous explique qu'il s'extrait des partis. Là, on y met quelque chose qui parle... Je vais utiliser un grand terme, mais qui parle un peu à l'âme. Juste pour revenir sur ce texte, elle théorise elle a théorisé la fin des partis politiques. Par contre, elle insiste, dans de nombreuses interviews qu'elle donna, elle insistait essentiellement sur... C'est pour ça que c'est intéressant d'un point de vue des clivages, sur les clivages. Alors, elle évoquait pas tellement droite-gauche, c'est ça qui était très intéressant. Déjà, à cette époque-là, fin des années 40, début des années 50, on parlait de protectionnisme, très intéressant. C'est un très vieux débat. C'est un très vieux débat. On parlait de mondialisation, de mondialisme, et on parlait également de conservateurs face aux progressistes. Vous voyez que tout cela, c'est à peu près la même chose. Oui, non, c'est un très très vieux débat. Moi, c'est vrai que là où j'émets certaines réserves aujourd'hui, c'est que vraiment on l'applique à toutes les sphères de la société. Je trouve que le débat économique est très intéressant sur la manière de travailler, comment travailler avec des partenaires commerciaux, comment harmoniser un certain nombre de règles. Là où ça commence à me faire m'agacer un peu, effectivement, c'est que d'un coup, vous savez, c'est rapide de glisser du protectionnisme à la préférence nationale et une manière finalement de se refermer, très égoïste. Simplement aujourd'hui, quel pays est en mesure de fonctionner totalement replié sur lui-même? Ça n'existe pas.
Donc c'est là où je dis qu'à un moment donné, on peut tomber dans une forme de caricature qui mène à des impasses. Ça s'appelle la Corée du Nord. Voilà, il y a la Corée du Nord. Voilà. On flatte les passions, on agite les craintes des gens qui sont tout à fait respectables parce que eux, au quotidien, voient éventuellement leur situation personnelle se dégrader. Mais je ne crois pas qu'on fournisse de solutions à travers ce genre de Alors, on ne va crise. pas supputer sur l'élection, on ne va pas faire de politique fiction sur l'élection présidentielle, mais si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde un petit peu sur les autres pays, dans les autres pays, on voit que ceux qui défendent une certaine forme de protectionnisme, on le vend en poupe. Certains d'ailleurs, dans des analyses, c'est le cas de Courtois, protectionnisme l'allie aussi au populisme. C'est peut-être facile, mais en tout cas, c'est le cas. Si l'on reste dans la rhétorique, c'est très intéressant. Cela veut dire quoi aussi de la société actuelle ? Marie-Jo, qu'est-ce que... Moi, j'ai l'impression... c'est un peu le repli identitaire. Non, mais c'est ça. Oui, je peux un petit peu me répéter, mais c'est entend. vrai qu'on a l'impression que cette mondialisation, elle a été identifiée comme source de tous les maux. C'est-à-dire qu'à un moment, on parle surtout Défendez de ça la mondialisation, on a besoin de ça. en tant que concurrence déloyale. Bon, c'est pas forcément toujours ça, la mondialisation. Parfois, c'est vrai que c'est ça. Mais voilà, parfois, ça ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi pour la France, il ne faut pas l'oublier, d'exporter ses produits. Et c'était important pour la Grande-Bretagne d'exporter ses produits et ses travailleurs. Sur le CETA, et c'est vrai que voilà, Oui, il va... mais complètement. Mais parce que Tout à comme fait. d'habitude, on tombe souvent dans des discours qui sont un peu caricaturaux. On a voulu défendre absolument une mondialisation heureuse, un libre-échange qui réussissait à régler de lui-même tout un tas de situations. J'évoquais tout à l'heure la situation interne à l'Union européenne. On voit que cette Europe économique a pris le pas sur une Europe politique qui aurait consisté à permettre à tous ces peuples de vivre en harmonie, de façon respectueuse les uns vis-à-vis des autres. Or, on a participé à dresser certains peuples les uns contre les autres en n'assumant pas justement le fait qu'il fallait harmoniser un minimum les situations d'un pays à l'autre. C'est compliqué. Chaque pays part de là où il est à un moment donné, mais voilà, on a laissé ce chantier et finalement aujourd'hui l'économie a pris le pas là où la politique a bien voulu lui laisser aussi cette place qui est la sienne aujourd'hui. Alors, Sébastien, ça ne va pas vous plaire, mais si l'on part du principe que le clivage droite-gauche peut-être est en train d'exploser au profit de ce clivage, mais c'est votre position, de ce clivage protectionniste mondialiste, en Corse, est-ce que vous y voyez des tenants de ces clivages ou c'est pas... Non, je trouve ça c'est même ridicule d'essayer d'appliquer ça à la Corse parce que... Merci. Excusez-moi Philippe, mais bon. D'abord la question ne se pose absolument pas. D'abord parce que la Corse, malheureusement, diront certains, n'a pas les moyens de se poser cette question-là. Enfin, je veux dire, de quelle sorte de protectionnisme Perceval. Il faudrait avoir une économie... non, on vit aujourd'hui énormément... Non, mais politiquement, vous entendez ce que je veux dire. Je vous vois venir. Mais oui, évidemment, on ne parle pas d'économie, on parle de politique, on parle de doctrine, on parle d'identité peut-être. C'est le mot qui est l'essentiel de moi. Moi, il y a une notion, sans être naïf, que j'aime beaucoup ici et qui renverra à certains discours menés au niveau international, celui d'une communauté de destin. Ça, c'est quand même bien la preuve qu'à un moment donné, on n'est pas uniquement replié sur cette île, sur une population donnée, et indigène, j'ai presque envie de dire, et qu'au contraire, on est capable d'accueillir et d'être ouvert. Voilà. Mais il y avait eu aussi quand même une demande assez importante de corcisation des emplois pendant assez longtemps, qui est quand même aussi une vision assez protectionniste. Et sur un plan économique, moi je vois plutôt des entreprises en Corse qui cherchent à prendre pied sur des marchés à l'extérieur, à créer des collaborations. Vous voyez qu'il existe finalement ce clivage. On sort parfois Vous avez de réussi à monter un quart d'heure là-dessus, c'est pas mal. Voilà, entre communauté de dessin et tout. Mondialiste contre protectionniste. Est-ce le nouveau clivage politique? 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'à la lecture aussi de ce petit recueil de Simone Veil, j'ai l'impression que les clivages s'effondrent quand même doucement. Sébastien disait que quand on voit Macron, on est loin de ça. Et en même temps, on a souvent tendance à reprocher à Macron le fait d'être d'accord avec tout le monde. Mais finalement, avec cette suppression des partis, on peut être d'accord avec tout le monde dans la mesure où on est en accord avec soi-même. Donc pourquoi pas? Ça pourrait tout à fait exister. Alors petit à petit, on a vu, quand on a parlé aussi de social-démocratie, que la gauche était moins à gauche ou plus à gauche, que la droite était moins à droite ou plus à droite. D'ailleurs, les primaires ont été aussi vraiment un vrai révélateur. C'est tout à fait un révélateur de ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est mondialisation contre protectionnisme? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que les clivages sont en train de vraiment avoir un petit peu de plomb dans l'aile. De changer, de se brouiller. On change de choses, oui.
Sébastien. Oui, tout est une question de repère, justement. C'est bien de ça dont il est question. Aujourd'hui, on est dans ces sociétés qui s'interrogent énormément sur elles-mêmes, qui sont en quête de repères. Alors, gauche-droite, crise des partis. Alors, on va se rattacher effectivement à cette idée qui n'est pas inintéressante, encore une fois, en termes de grille de lecture. Simplement, protectionnisme, mondialisme, la fin de l'État-nation complet. Enfin, je veux dire, voilà, on est pour moi à deux extrêmes qui ont tendance un petit peu à brouiller la réflexion. Moi, je vois surtout aujourd'hui une crise politique profonde. J'adore ce petit livre parce qu'il participe d'une pensée sur la manière dont demain, peut-être, il va falloir faire de la politique autrement, hors gauche-droite, hors protectionnisme ou mondialisme, tout simplement plus près des besoins de la population. 0 pile poil, bravo mon cher Sébastien. Je crois que vous avez un petit peu dépassé tout de même. Merci à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet ô combien difficile, parfois à la limite du caricatural. Oups, je l'ai dit. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Astel évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.